La réussite commence, première clé du succès, c'est que la réussite commence le jour où la personne accepte à 100%, à 200%, à 1000% qu'il est le seul et unique responsable de sa vie. L'élément le plus fondamental en business, en entrepreneuriat, vous savez c'est quoi? En business, l'élément fondamental, c'est l'argent. Les Africains, souvent, ont peur de parler de l'argent. On n'aime pas. Oui, l'argent n'est pas le plus important. Oui, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent comme ça déjà dans cette salle? Non, l'argent, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Non, je peux réussir. C'est l'amour qui est plus important pour les femmes qui disent ça. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça? Si vous réfléchissez comme ça déjà, le business et l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Les gens qui réussissent vraiment en entrepreneuriat, ça peut être mal, ça peut être n'est pas peut-être incompris, peut-être, mais les gens mettent l'argent devant d'abord. Et c'est pourquoi dans toutes mes conférences, j'ai dit les gens qui n'aiment pas l'argent, la porte est grandement ouverte. Parce qu'on va beaucoup parler de comment gagner de l'argent. Les étapes à suivre pour gagner beaucoup d'argent avec notre business, notre entreprise. C'est rare. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, d'une manière générale, c'est rare de voir un professeur ou bien dans une école où il y a un cours intitulé Comment gagner de l'argent. Qui a déjà suivi ces genres de cours? Comment gagner de l'argent quelque part? Non. Comment l'élément le plus fondamental, on ne l'apprend jamais à l'école. C'est pourquoi moi j'ai décidé depuis quelque temps de partager mon expérience avec beaucoup de personnes. C'est pourquoi beaucoup de personnes m'appellent souvent le prêcheur de l'argent. Le prêcheur de l'argent. C'est pourquoi beaucoup de personnes m'appellent déjà le prêcheur de l'argent. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui adore l'argent sans avoir l'argent. J'ai jamais vu ça. Donc c'est une leçon à noter. Si vous aimez quelque chose et vous adorez la chose, vous allez l'avoir. C'est comme quelqu'un qui est venu avec son ami ici. Qui est venu ici avec son ami? Qui est venu avec son ami? Imaginez ton ami te dire, vient ici dire que lui là ou elle c'est mon ami, mais il n'est pas important. Tu te sens comment? Si ton ami dit que lui c'est mon ami, mais il n'est pas important, tu te sens vexé. Tu vas commencer à le fuir, non? Parce que tu dis que lui, il ne me considère pas. Et 90%, c'est exactement ce qu'on fait avec l'argent tous les jours. On dit l'argent n'est pas important. On doit dire que c'est important. Et moi, c'est pourquoi j'en parle tout le temps, en tout cas sur les réseaux. Ce qui fait que beaucoup de personnes me disent ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez comprendre que tout est possible pour chacun d'entre vous. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux partir de rien pour devenir un héros. Tu peux partir de zéro pour devenir un héros. Tu peux partir de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à devenir quelqu'un qui a grand-chose, des choses extraordinaires. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune qui est né en 1993. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici Saloum? Saloum, vous entendez parler de Saloum, région de Kaolack. Lui, il est né en 1993. 93, notez bien, c'est très important. Il est né en 93. Quand il est né en 93, dans ce petit village, ses parents sont partis exilés en Gambie. Donc, en 98, ses parents sont divorcés. Quand ses parents sont divorcés, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé le jeune chez sa grand-mère. En 98, il est parti voir sa grand-mère. Quand il est parti voir sa grand-mère. Sa grand-mère voulait l'envoyer à l'école. Mais malheureusement, dans ce village, il n'y avait pas de l'école. Sa grand-mère l'a envoyé dans une petite école coranique. Elle est là-bas en train d'apprendre le Coran avec sa grand-mère, avec toutes les difficultés.
qui va avec un jeune qui ne voit pas ni son père ni sa mère. Jusqu'à 2016, cette village n'avait pas d'école. Jusqu'à 2016, en 2006, il a quitté sa grand-mère pour partir à Dakar. Quand il partait à Dakar, c'est pour rejoindre sa mère, qui était divorcée depuis 1998. Il a perdu de vue de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les villageois qui n'ont jamais venu à Dakar jusqu'à 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais venu à Dakar, tu entends parler de Dakar, tu penses que c'est les États-Unis, c'est les gratte-ciels. Il n'y a personne qui avait ces arts de guider. Ces jeunes-là aussi, ils étaient comme ça. Quand on lui dit que maintenant, en 2006, tu quittes pour aller voir, pour partir à Dakar, il pensait que maintenant, voilà, il va quitter ce petit village pour aller à Paris. Donc, avec tout l'engouement de venir à Dakar, il a tout fait, il s'est préparé, bien vrai qu'il était très compliqué de quitter sa grand-mère. Mais quand même, il le fallait. Le temps passe, il commence à prendre de l'âge, il est parti voir sa mère en 2006. Ce qui est intéressant, quand il est arrivé à Dakar, une grande déception. Parce que quelqu'un qui pensait qu'il n'a jamais mis les pieds à Dakar, il pensait qu'à Dakar c'est un Eldorado. Quand il est arrivé, la première déception, sa mère vivait dans une petite chambre avec sa sœur. Lui, il doit venir rejoindre sa mère, sa sœur dans cette petite chambre. Chaque nuit, chacun fait ce qu'il veut, voilà, il se débrouille, il se bat, etc. Sa mère vendait à l'époque des fruits, des bananes, des pommes et tout ça à Dakar, un carrefour qui s'appelle Casbe. Donc, la première chose que le jeune a fait quand il est arrivé, à chaque fois que sa mère a fini de vendre ses bananes, ses fruits la nuit à Casbe, ce qui restait comme fruit, le matin, il va le mettre dans un plateau et le jeune va prendre ce plateau pour faire le tour du quartier pour vendre le reste en attendant que sa mère repart acheter des fruits pour encore le soir. À 14 h, ils se retrouvent tous à la maison. C'est comme ça qu'il a commencé à faire du business. Quelques mois plus tard, il a un petit capital de 6 000 francs CFA. Notez bien son capital, 6 000 francs. Et c'est avec ces 6 000 francs qu'il a commencé son premier business propre. Il vend des sachets plastiques dans un marché qui est à Dakar, qui s'appelle Marché Gueule Tapée. Pour ceux qui connaissent Dakar, vous les allez connaître. Il vend des sachets plastiques. Avec les 6 000, il a acheté pratiquement 4 différents paquets de sachets. Des sachets qui coûtent 15 francs à l'époque, 25 francs, 100 francs, 50 francs. Il vend ces sachets-là, il gagne 1000 francs, 500, 750 par jour. C'était minime cette commission. Il a ajouté un autre business qu'on appelle à Abidjan Tanti Bagaz. C'est-à-dire que s'il y a une dame qui vient avec une grosse poignée, tu vas attraper, tu fais le tour du marché avec la dame et à la fin, cette dame peut te donner 500 ou 1000 francs pour cette prestation, plus ton travail. Et c'est comme ça qu'il a commencé à bâtir quelque chose. Et quelques temps plus tard, comme ce business était de 5 h du matin à 14 h, il ne veut plus gaspiller le reste de son temps. Vous devez noter, gaspiller le reste de son temps. Il décide de faire un business supplémentaire. C'était quoi ce business? Il décide de vendre des jeux l'après-midi à côté de sa maman, là où elle vend ses bananes. Il met un petit tablier, il vend des jeux. Il achète les tablettes à l'époque à 2250. Quand il finit de le vendre, il gagne 750. C'est deux différences. Quelques temps plus tard, il voulait encore aller plus loin. Il a découvert le business des CD. Vous connaissez, parce qu'avec l'avancement de la technologie aujourd'hui, on parle des cartes mémoire, on parle des clés USB, mais il y a 5 ans, 10 ans de cela, on parlait des CD. Il a commencé à vendre des CD et il commençait à gagner 5 000 par jour. Lui, il pensait que maintenant, il a trouvé sa voie, 5 000 par jour. Il a abandonné les autres business. Quelques temps plus tard, un an,
il s'est fait arrêter parce que c'était illégal, ce qu'on appelait des CD piratage. Il a fait 2 jours au commissariat central et il a fait une promesse parce qu'il y a un moment donné, sur ces 2 jours-là, sa mère est venue le rendre visite et derrière les grilles, il a vu sa mère, les larmes aux yeux. Et il s'est dit que lui-même, il est en train de faire pleurer sa mère. Il s'est fait une promesse, il ne va plus faire quelque chose qui va faire pleurer sa mère. Il est sorti dans cette épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre des journaux. Les journaux, c'est quoi? Les journaux que les gens achètent, à l'époque, ça marchait. Ils gagnent 1500, 2000 par jour dans une carrefour qui s'appelle Castres, toujours dans la même zone. Jusqu'à 2018, que sa vie prend une autre tournée. En 2010, il a rejoint l'université Cheikh Anta Diop. Il est parti travailler à l'université Cheikh Anta Diop. Comment il a rejoint Cheikh Anta Diop? Parce qu'un jour, il est parti à l'université en tant que guide, en tant que visiteur. Quand il est parti là-bas, il a découvert qu'à l'université, il n'y a pas que les études. Il a vu les magasins qui font des petits business. Quand il est rentré, il a dit à sa mère, moi je vois qu'à l'université, il y a des business que je pourrais faire. Tu sais, les mamans aiment toujours leurs enfants. Sa mère a dit que pourtant ton oncle, Imam Diop, sa femme, a des boutiques au niveau de l'université. Elle est partie parler avec Imam Diop. Imam Diop a parlé avec sa femme a recruté les jeunes. C'est comme ça qu'il est rentré à l'université en 2010 pour travailler dans un multiservice. 2010, pour résumer, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, il travaille dans les multiservices, mais il faisait quelque chose de très important, très rare aujourd'hui, c'est d'épargner. Bien vrai qu'il gagnait un salaire de 50 000 francs CFA. Qui ne gagne pas 50 000 ici? Qui gagne plus de 50 000 par mois ici? Levez la main, ceux qui gagnent 50 000, minimum 50 000 par mois. Pratiquement tout le monde. Vous ne gagnez rien par mois. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous gagnez combien par mois? Rien. Ça dépasse 50 000. Non, j'ai dit minimum. Si vous dépassez juste 50 000, vous faites partie du lot. Lui, avec ses 50 000, il commence à épargner. Et en 2016, il a décidé de créer sa propre entreprise. En 2016. Un multiservice, parce que comme il a travaillé pendant 5 ans pour la dame, en 2016, il a décidé de créer sa propre entreprise. En faisant la même chose. 2016, 2017, il se débrouille. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Entre 2016 et 2017, il a gagné 2 fois ou 5 fois plus de ce qu'il a gagné pendant les 5 ans qu'il a travaillé pour la dame. Je ne vous dis pas que si vous travaillez pour quelqu'un, vous devez démissionner demain, mais il faut le mettre dans votre objectif parce que c'est ça qui va vous sauver. Il n'y a personne qui va s'en sortir ou réussir en travaillant pour quelqu'un d'autre éternellement, ce n'est pas possible. Quand il a lancé sa boîte, c'est avec moins de 250 000. Jusqu'à 2018. En 2018, sa vie aussi a pris une autre tournure. On l'a parlé de Bitcoin. Qui entend parler? Qui a connu ou entend parler? Il ne reste qu'une fois Bitcoin. On l'a parlé de Bitcoin, de l'investissement, de gagner de l'argent. Il avait compris que 2 mots sur les explications. Bitcoin, gagner de l'argent. Et il s'est lancé avec ça, parce que c'est Bitcoin, mais il peut gagner de l'argent en 2018. Entre 2018, 2019, 2020, pour vous épargner ce qui s'est passé sur ces intervalles, en 2020, fin 2020, début 2021, il s'est considéré comme millionnaire. Chacun peut devenir, c'est quoi millionnaire selon ses principes. Mais si tu as des actifs qui te rapportent plus de 1 million, parce qu'en 2020, 2021, il a gagné plus de, je peux te donner l'équivalent du CFA, plus de 50 millions de francs CFA.
Entre 93 où il est né, il est parti apprendre le Coran en 2021. Mais il n'a jamais laissé tomber ou abandonné. En 2021, 2023, son entreprise qu'il avait créée en 2016 est installée sur plus de 6 pays en Afrique aujourd'hui. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, le mois passé au Cameroun. Et on cherche à aussi multiplier les fréquences de publication de cette entreprise entre 2016 et 2020. Avec ça, beaucoup de personnes disent, tu peux partager ton expérience, tu peux faire des conférences, tu peux animer avec 0 diplôme, avec une communication, je peux dire, moins que rien, très désagréable à écouter, mais il a décidé de foncer. Quelque temps après, ce jeune que je vous présentais tout à l'heure, c'est moi. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que vous avez tous des peut-être enfances ou passagers beaucoup plus faciles ou beaucoup, si on disait ces 2 personnes, on nous mettait il y a 5 ans de cela, si on demandait à quelqu'un de mettre son argent sur ce qui a la plus de possibilités de réussir, c'est que tous les pronostics vont être à l'encontre de cette personne. Donc si vous rentrez aujourd'hui, s'il y avait une seule chose que vous devez retenir, c'est que si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la faute de ni vos parents, ni l'État, ni vos frères, ni ton oncle qui est aux États-Unis, ni ta mère, ni l'environnement. Tu es le seul et unique responsable. La réussite commence, première clé du succès, c'est que la réussite commence le jour où la personne accepte à 100%, à 200%, à 1000% qu'il est le seul et unique responsable de sa vie. Le jour où vous cherchez à coller motif quelqu'un qui est le responsable, vous savez ce qui va se passer? Vous-même, vos yeux seront fermés sur les solutions de votre problème. Parce que vos yeux seront ouverts sur la personne que tu pointes du doigt comme responsable. En ce moment-là, la solution peut être à côté de toi, de gauche, de droite, devant ou derrière, mais tu ne pourras jamais le voir parce que tu cherches un autre responsable. Propre multiservice, j'ai gagné 3 000, 5 000 par jour, c'était bon. Deuxième image, là j'ai lancé l'entreprise que je vous parlais, Vision d'Afrique. Là on commence à faire des petites conférences, les gens disaient que ça ne va pas marcher. Tu n'as ni le niveau, ni les diplômes pour être un conférencier. Je vais vous dire, hein, l'environnement, la société décide d'attribuer chacun d'entre nous une place. Et vous méritez mieux que cette place que la société décide de vous attribuer. Libre à vous que vous acceptez cette petite place médiocre que la société vous attribue, ou vous décidez d'affronter la vie, d'affronter la société et de prendre ta propre place que tu vas créer toi-même. Ça, c'est des conférences. Souvent, ce ne sont pas, même au Sénégal, tous les confs que j'ai faits sont disponibles sur YouTube. Ce n'est pas uniquement parler comme ça. J'ai animé une vingtaine de conférences sur plus de 20 pays différents. Toutes ces conférences sont disponibles sur YouTube. Pas dire que je les fais, non.
tapez entreprendre autrement, vous allez visualiser toutes ces choses. À chaque fois que je fais des conférences, c'est filmé, comme celui-là. Si je dis que j'ai animé une conférence à Thiès, que ce soit petit ou grand, que ce soit moyen ou plus, bon ou mauvais, on ne va pas parler dans l'air. Un vrai entrepreneur ne parle pas fata-fata, ne parle pas dans le vide, il parle des choses concrètes, réelles. C'est ça qui fait la différence entre les vrais entrepreneurs et les faux entrepreneurs. Il y a des faux entrepreneurs qui n'ont jamais créé une entreprise, qui n'ont jamais gagné 100 francs, qui veulent vous apprendre. Waouh! Tu n'as jamais créé une entreprise, tu n'as jamais dirigé, tu n'as jamais essayé. Toute ta vie tourne autour de théorie. Tu m'apprends quoi? S'il y a une seule chose que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, j'ai appris à ne pas écouter tout le monde. Oui, c'est mon licence. Oui, je suis docteur. Docteur en quoi? La définition de docteur, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est censé soigner. Si vous êtes docteur en économie, tu dois être capable de soigner l'économie du pays. Mais ce docteur en économie doit commencer par sa propre économie parce qu'il n'a rien dans les poches. Ça, c'est quelques images. Il y a une vidéo que j'aime bien. J'ai partagé plus de 1200 vidéos sur la toile. Plus de 1200 vidéos. Mais il y a une vidéo qui a fait plus de 1000 et quelques commentaires et tous les commentaires se ressemblent. Ça m'a fait comprendre que tout le monde aime la même chose ici, surtout en Afrique. Notre objectif principal, nous tous, c'est de venir en aide de nos parents. En 2013, j'ai décidé d'acheter une maison, de le construire et de l'offrir à ma mère. Il n'y a pas de son, mais ça c'est une vidéo que j'ai partagée sur YouTube, qui a très cartonné. Mais toutes les personnes qui ont regardé, ils ont les mêmes désirs, les mêmes ambitions. C'est cette dame que j'avais rejointe en 2016 dans une chambre avec ma soeur et 3 personnes dans cette chambre. La seule chose que je dis, que je ne pouvais pas le remercier, mais c'est de construire une maison et c'est de lui donner cadeau. Pour lui dire qu'il y a 5 ans, tu vivais dans une seule pièce. Aujourd'hui, si tu veux, tu as une dizaine de pièces, fais ce que tu veux. Qui n'a pas envie de faire ça? Et vous pouvez le faire. La seule chose, c'est que, est-ce que vous allez décider de le faire? Mes chers amis, le succès ou la réussite, ce n'est pas une question de vouloir, d'envie. C'est une question de décision. Tout le monde veut réussir. Sortez ici, vous rencontrez 100 personnes, vous leur posez tous la question, est-ce que vous voulez réussir? Vous pensez que quelqu'un va vous répondre non? Mais pourquoi il y a peu de personnes qui vont réussir? Ce sont les personnes qui ont décidé. Vous pensez que vous êtes les seuls qui étaient informés de l'existence de cette conférence? Vous pensez que vous êtes les seules personnes qui sont informées ou qui sont au courant de l'existence de cette conférence? Vous pensez ça? Non. Vous êtes les seuls qui ont décidé de venir. Applaudissez pour vous-même. Moi, j'ai défié toutes les règles de la société. La première fois, j'ai décidé que je voulais écrire un livre. On m'a dit que même aller à l'école ne suffit pas, il faut être littéraire. Lorsque je voulais écrire, on me dit que même aller à l'école ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont allé à l'école dans leur tête. Je ne dois pas, je ne peux pas, je ne pourrai pas parce que je ne suis pas littéraire. Ce sont des... Je vais vous le démontrer tout de suite. Comment nos cerveaux fonctionnent. Si vous acceptez que vous êtes scientifique, oui, je ne peux pas écrire, tu ne pourras pas. Je ne suis ni scientifique, ni littéraire, ni ce que vous voulez. Voici mes 4
livre que j'ai écrit et le 5e est en rédaction. Ça, c'est mon 5e, mon dernier ouvrage. Sur la première partie, j'ai détaillé ce que je viens de vous partager. La vision, un fer de lance pour réussir en Afrique. Qui veut écrire un livre? Qu'attendez-vous? Quand est-ce que vous allez commencer? Qui va me dire quand est-ce qu'il va commencer ici? Vous avez peur? Vous allez commencer quand? Janvier 2025. La meilleure manière de faire quelque chose, le meilleur moment, c'est maintenant. Les janviers ne vont jamais finir. Si on arrive janvier 2025, il y aura janvier 2026. Il y aura janvier 2027. Il y aura janvier 2028. Jusqu'à nous, on va partir léger les janvier. Alors, vous voulez faire quelque chose? C'est à partir de maintenant que vous allez le commencer. Pas demain, ni après-demain, c'est aujourd'hui. Mon objectif, c'est que, en quelques minutes, vous permettre d'apprendre des choses que vous n'allez jamais oublier si vous le prenez très au sérieux. C'est ça mon objectif principal avant de venir. Même si c'est 2 choses, je peux être sûr d'une chose, ces 2 choses peuvent changer la vie de chacun d'entre nous ici. Alors, regardez bien ces stylos et je vous demande de me donner une estimation du prix de ces stylos. On va un peu jouer. J'aime bien jouer aussi souvent. C'est chaud. On va jouer. Je vais enlever même ça. Donnez-moi une estimation, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi une estimation de ça. Donnez-moi une estimation. Je pense que là même, vous m'entendez, non? Ça, c'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez très bien? Ok. Donnez-moi une estimation. Hein? Ah, ok. Non, c'est pas grave. Il a le son. Ici. Quelqu'un peut lever la main pour me donner l'estimation de ces stylos à peu près? N'ayez pas peur. Vous avez à l'école, je ne suis pas à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. Ça ne vous a jamais arrivé, le professeur pose une question, tu connais la réponse, mais tu as peur de répondre, jusqu'à l'autre a répondu, tu dis, Dieu, je le savais. Ça vous a jamais arrivé à l'école? Vous savez, les seuls audacieux vont réussir dans la vie. Donc vous avez perdu les acclamations du prof et des notes, c'est juste parce que vous avez peur. N'ayez pas peur. Moi, toutes mes conférences, j'aime bien vous le dire, ce n'est pas des conférences, c'est partage d'expérience, on échange. Vous pouvez même avoir raison. À travers les échanges, moi, personnellement, j'apprends beaucoup de choses. 500 francs CFA, très bien. Quelqu'un d'autre? 100 francs, très bien. Quelqu'un d'autre? 300, très bien. Quelqu'un d'autre? 1500, 150. Donc, le prix le plus élevé ici, si c'était en vente aux chères, c'est 1500 francs. Alors, je vais vous dire l'histoire qui se cache derrière ces stylos. C'est les stylos, il y a des chérères. Première personne qui a écrit dans ces stylos, il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Quand il a pris le pouvoir, on ne parle pas beaucoup, il a décidé d'écrire avec ces stylos. Son premier décret. Après, il s'est dit que comme il a signé son premier décret avec ces stylos, il va le garder. Lorsqu'il partait, qu'il est en train de quitter le pouvoir, il voulait partir avec le stylo, mais il dit que ça peut être quelque chose de symbolique au Sénégal. Il a laissé avec Abdou Diouf. Abdou Diouf a signé son premier décret avec ses stylos, c'est en boîte. Troisième personne qui a signé son premier décret, c'est Abdoulaye Wade. Ainsi de suite, jusqu'à président Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est un stylo très symbolique, très important. Si aujourd'hui on décide de vous vendre ce stylo, combien vous êtes prêt à acheter? Ou bien vous pensez qu'on va vendre à combien? Combien, à peu près? N'ayez pas peur. Combien? 10 millions. Quelqu'un d'autre? 50 000. Quelqu'un d'autre? 100 millions. Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur. On échange. 1 milliard. Applaudis pour vous. Il faut interagir. Vous n'allez rien à perdre. Alors, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui,
Toute cette histoire que je viens de vous raconter sur cet stylo est faux. Mais à travers cette histoire, le stylo a quitté de 1500 francs à 1 milliard. Vous avez compris? Vous êtes des vendeurs, vous êtes des gens qui travaillent sur votre personnel branding. Tout ce que vous êtes en train de faire, apprenez à mettre de l'histoire à travers ce que vous présentez. Est-ce que cette petite présentation que je viens de vous faire sur cette jeune qui a quitté de A à Z n'est pas donné plus de valeur sur la personne s'il était venu juste se présenter et partir? Donc, première leçon que vous devez apprendre, c'est d'apprendre à mettre de l'histoire. Même si vous vendez de l'eau, mettez une histoire derrière le lot que tu es en train de vendre. Automatiquement, le prix de la sauce, quand tu mets de l'histoire, à chaque fois que vous mettez de l'histoire dans ce que vous faites, le prix quitte de A à Z. Vous avez bien compris? Donc, c'est pourquoi j'ai commencé, c'était pas pour... Moi, ça me fait chier de raconter mon histoire tout le temps. Partout, on me dit, non, c'est que raconte ton histoire, c'est intéressant, nanani, nanana, mais moi, ça me saoule. Mais ça donne plus de valeur perçue de ce que vous faites. Et ce n'est pas uniquement sur moi, mais n'importe quelle chose que vous avez à votre disposition, vous mettez de l'histoire derrière, même si c'est des vêtements demain. On va le présenter, essayez de mettre une histoire derrière. L'importance, il n'y a que les idiots qui demandent la véracité d'une histoire. Les gens intelligents, les sages, regardent les leçons qu'on peut tirer à travers une histoire. Le rôle d'une histoire, selon Ousmane Sembène, ce n'est pas la véracité de l'histoire, mais c'est les leçons qui se cachent derrière l'histoire. Ok. Ça dépend de... C'est pourquoi je te dis l'objectif. Parce que quand je vous raconte l'histoire, est-ce que maintenant l'histoire est importante? Ce qui est important, c'est de comprendre quand vous mettez une histoire derrière quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Donc moi, mon objectif, ce n'est pas l'histoire. Mon objectif, c'est que tu peux tirer comme leçon dans cette histoire. Je donne juste un exemple bidon. Alors, j'ai mon ami qui fréquentait des fumeurs de savon indien, de drogue, etc. dans mon quartier. Tout le monde disait à ce mec de ne pas fréquenter ces personnes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire est illégal. Le mec nous dit, moi je ne fume pas, je ne bois pas, ça ne me dérange pas, je suis avec eux. Je leur dis que champion, l'environnement, si l'environnement est négatif, tu deviendras négatif. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Je dis, ah bon? Ok, d'accord. Malheureusement, ces jeunes-là, en train de fumer sur la fenêtre d'une personne, que cette fumée est en train de lui déranger. Il est parti à la police pour dire que dans mon quartier, je n'arrive plus à vivre. Il y a certains jeunes qui passent tout leur temps à fumer chez moi, derrière ma porte. Et la police dit, est-ce que tu peux nous donner des noms? Il dit oui. Il donne les noms et il a donné en même temps le nom de ce gars. Quelque temps plus tard, la police a fait une descente. On a arrêté tous ces jeunes. Quand on est parti à la police, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, moi, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais fait nanani, nanana. Son nom est déjà inscrit là-bas parce qu'on l'a déjà enregistré. On l'a mis en prison, il a fait presque 12 mois de prison. Si je te raconte cette histoire, mon cher ami, qu'est-ce qui est important pour toi? De connaître est-ce que c'est vrai ou pas? Ou bien de dire que si vous avez des amis négatifs, tu leur abandonnes dès maintenant. Qu'est-ce qui est important dans ces deux cas? C'est d'aller rentrer chez moi pour chercher est-ce que c'est vrai? Ou bien tes amis qui sont en train de fumer, tu abandonnes ces amis pour chercher des nouvelles amis. Quel est le plus important? Hein? Dis, parle fort. Encore. Très bien. La véracité d'une histoire est importante quelque part, mais le plus important, c'est des leçons qu'on peut tirer à travers une histoire.